Alors, il faut que je présente Jo Nananti, que je connais depuis, je ne dirais pas 30 ans. Elle est passée à la Borde, mais surtout sa vie a été, elle a fait un chemin dont elle vous parlera, mais elle a surtout travaillé avec un personnage que beaucoup de gens connaissent, c'est Deligny. Je ne sais pas si elle a envie d'en parler. Alors, il faut dire qu'on a été un peu prises au dépourvu, toutes les deux, parce qu'on nous a dit, Marc nous a dit, parlez de votre parcours. Alors, parcours, on parle de notre parcours, mais là-dessus on arrive, on dit la marge. C'est pas tout à fait pareil, surtout, mais par contre, elle va être obligée de parler de son expérience avec Deligny, qui lui était dans la marge, et elle aussi. Elle a vécu dans la marge à certaines périodes de sa vie. Elle s'en est pas mal sortie, là voilà. C'est tellement beau cette image que vous êtes tous les deux là. Les deux vieilles. Si on est africain, on peut le dire. Ben oui. Sinon, non. Peut-être mes papiers, j'en sais rien. Enfin, la marge, on a traîné partout, parce que chaque fois que j'arrive quelque part, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je me trouve dans une aventure pareille, obligée de parler de quelque chose que je n'ai pas prévu, ayant fait un texte tout à fait différent, encore mal assise à ma place. C'est une des sensations qui m'a le plus suivie dans ma vie, celle-là, depuis l'enfance. Mais je ne vous raconterai pas ça parce que ça serait trop long. Alors je tourne les premières pages. 1, 2, 3, où est-ce que j'en suis? La guerre. Bon. Je n'ai pas demandé ça, hein. Il va toucher les pages si vite. Alors Deligny, je l'ai rencontré à une époque où je sortais du monde politique, parce que j'étais mariée à un politicien, et qui travaillait à un niveau assez important, était dans le ministère de formation pendant 4 ou 5 ministères de suite, et moi avec, je dois dire complètement paumé, parce que je me rappelais bien les têtes des gens, mais pas de leur nom. Alors c'est un peu embêtant quand il faut dire monsieur machin, madame machin. Ça me rappelait jamais. Sauf évidemment les gens très importants. À cette époque-là, certaines personnes m'avaient marqué, en particulier Malraux, parce qu'il avait écrit La condition humaine que j'avais lu quand j'avais 15 ou 16 ans, à cause de mon père, qui m'avait aussi, lui, mon père, emmené en Espagne au moment de la révolution de 1936. Et on a franchi la frontière. Ça marche pas? Si, ça marche, mais ils n'entendent pas bien. Bon, j'étais sur la frontière espagnole au moment de la déclaration de la Révolution. Mes parents m'avaient emmené là, et je n'avais pas du tout compris pourquoi, mais dès qu'on est arrivé à franchir la frontière, on nous a fait sentir qu'on était malvenus à ce moment-là. Puis il y avait l'assassinat de Calvo Sotelo. J'entendais parler de révolution, je ne savais pas bien ce que c'était, j'avais quoi? En 36, 14 ans. Enfin, c'était déjà un questionnement fort important parce que mes parents s'intéressaient beaucoup au monde politique. Donc, comme j'étais aussi, bon, plus tard je suis retombée là-dedans, je vais comme ça en zigzag. Hein. Oui, j'avais appelé mon texte Chemin du Soleil. Oui. Donc, je repars à Malraux. Et moi, à ce moment-là, j'ai une trentaine d'années, 28 ans, 30 ans. Puis je commence à m'ennuyer sérieusement dans ce monde-là, mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est quand je voyais, j'écoutais tout ce qui se racontait à propos de la résistance, et aussi, à un moment donné, fréquenter des mouvements de résistance, évidemment pas de façon très importante, mais tout de même en transportant des articles de journaux, des choses comme ça, un petit peu sans bien me rendre compte de ce que je faisais. Mais bon, je m'embrouille, hein, je ne suis pas au très bien mon film non plus, mais tant pis, je vais y arriver. Donc, je me trouve là, dans un milieu où j'entends beaucoup de choses et où on m'envoie, souvent on nous envoie, écouter des pièces de théâtre ou des choses au nom du ministère de l'Information.
Un beau jour, je vais écouter plus de Sartre. J'ai mis longtemps à me rappeler du titre, ça m'est revenu après, c'était Les Mains sales. Et j'entends une phrase qui vient me choquer comme ça. La politique, c'est de la merde et du sang. Ça m'a fait vraiment un choc. J'ai commencé à regarder un peu plus autour de moi, d'un peu plus près, et rapidement, j'ai commencé à fréquenter tout à fait les gens de gauche, parce que j'y étais pas trop. J'étais entre deux, cette affaire-là. Après la libération, le ministère, c'était quand même de gauche. Et donc, je commence à rencontrer des marxistes, je commence à lire Pulitzer, je commence à m'écarter de plus en plus de mon milieu de naissance, sur lequel je passerai aujourd'hui, ce serait trop long. Mais de là où j'étais arrivée, étant jeune femme, et finalement, je commence à me demander si je ne ferais pas mieux de nager toute seule, c'est-à-dire dans une indépendance financière, et d'essayer de comprendre le monde, parce que toujours suspendu à quelqu'un, la famille d'abord, le mari après, ça me semblait un peu... J'étais trop couvée, quoi. Alors, je pose la question autour de moi, quelqu'un m'envoie chez Deligny, personnage que je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'ai senti chez cet homme une prise de parti très ferme quant à ce qu'il essayait de vouloir vivre. Quelque chose m'a attiré, puis aussi c'était un écrivain. J'avais une graine de crapule et ça m'avait fortement impressionné. Au bout de quelques temps, je suis embauchée pour remplacer quelqu'un qui partait en congé de maternité, et puis j'y suis restée 15 ans. C'était long le parcours, mais pendant ces 15 années, nous avons fait diverses tentatives. J'arrivais au moment où la Grande Cordée, qui est un organisme de cure pour enfants caractériels et psychotiques, qui était la première cure ambulatoire en France, c'est-à-dire qu'on recevait les garçons dans la journée, mais rentrait chez eux où on ne savait pas trop où le soir. C'était des gosses assez terribles, mais par rapport à ce que c'est maintenant, c'était de la petite bière, c'était des vols de machines à écrire, c'était quand même des attaques de chauffeurs de taxi de temps en temps. Enfin, c'était pas la grande délinquance que nous connaissons maintenant, qui est devenue absolument tout à fait autre chose. Il n'y avait pas la drogue non plus, ou très peu. Ils fumaient des cigarettes, même pas des joints. C'est chose de ça. Ça n'existait pas. Enfin bref, ils étaient quand même pas très faciles, ils faisaient des bêtises. Par exemple, ils étaient des petits voleurs vraiment très forts. Je me souviens que nous étions partis dans le Vercors parce que Deligny voulait faire un film, voulait que les garçons, ces garçons de la Grande Cordée, qu'on avait emmenés comme ça en séjour, fassent un film sur les souvenirs des résistants du Vercors, les paysans qui avaient caché des résistants. Donc on s'en va là-bas. Et on s'installe, il fallait gagner un peu d'argent parce qu'on en avait très peu, on avait encore un prix de journée pour les garçons, mais ça n'a pas duré, vous allez comprendre pourquoi. Donc on s'embauche tous dans une ferme, et puis le soir on faisait des projections de films dans les hôtels pour gagner un peu d'argent, avec Horace Potemkin par exemple. En fait sur l'Asie c'était déjà un peu tendancieux. Mais alors, on s'arrêtait le soir dans les mairies, par exemple. Nous étions en équipe de 4. On rentrait on demandait au maire si on pouvait bien coucher en passant dans un coin de mairie. Ça marchait bien dans les petits villages du Vercors. Et puis un beau jour, le matin, on s'en va et on se fait arrêter à la gendarmerie suivante. Je dis, mais pourquoi? Il manquait des chaussures aux garçons de les colonies de vacances qu'on avait dormi 2 ou 3 jours avant. Ils étaient au pied de nos gamins, les gamins. Ils mettaient leurs chaussures à la porte crottée, mais c'était meilleur que les chaussures qu'ils avaient, donc ils s'étaient servis, ils étaient partis avec. Et on s'est fait arrêter pour ça, c'était pas grand-chose. Hein. On devait avoir une mauvaise réputation dans la région déjà. On avait une drôle de dégaine tous, quoi, finalement. On allait dans les hôtels un peu luxueux et on avait des vêtements un peu bizarres, quoi. Et puis on donnait aussi des films bizarres. Enfin... Oui, tempête sur l'Asie tout de même. Et puis Horace Potemkin a des gens qui étaient là en vacances, pour des personnes âgées, même il y en avait pas mal. C'était un peu surprenant, puis on faisait des discussions après. Alors c'était un peu comique. Enfin bon, voilà un peu le genre de la Grande Cordée, et les originalités de Deligny. Et donc la Grande Cordée a eu
des difficultés parce que nous mettions les enfants dans les séjours d'essai, ce que Maud m'a donné a repris ensuite, c'est-à-dire des endroits où vous étiez en apprentissage chez un menuisier ou chez un électricien, et où petit à petit ils prenaient un certain goût de vivre avec d'autres et ils étaient soulagés. Cependant, à ce moment-là, ils gagnaient un petit peu d'argent, quelquefois. C'était toute autre vie. On pouvait avoir des petites sommes pour des petites embauches. Et la sécurité sociale a trouvé que si on gagnait de l'argent, si les garçons gagnaient un peu d'argent, c'est qu'ils étaient sortis d'affaires, qu'on n'avait plus besoin de s'occuper d'eux, et que donc on n'avait plus d'argent comme prix de journée. En conclusion, nous étions beaucoup à nous occuper de tous ces garçons. Enfin, nous étions au moins 5. Et il fallait avoir des salaires. Et rapidement, ça ne marchait plus. On a dit, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Je veux être libre de travailler et nous allons partir tous ensemble, ceux qui veulent venir avec nous. Ils ont été 18, je me souviens. Nous sommes partis à 18, nous sommes restés 6 ou 7 à la fin, même pas. Mais à ce moment-là, on vivra avec ce qu'on gagne. Alors on a fait un élevage de chèvres, un élevage de poules. Il fallait apprendre à faire des fromages. Il fallait apprendre à ce qu'il fallait donner aux bêtes. Ensuite, on faisait tous les métiers. J'ai travaillé comme infirmière. Je ne savais pas faire un piqûre, enfin j'ai appris. Et on avait vraiment, ça devenait extrêmement précaire de plus en plus. Cette précarité a amené de Ligny à un genre de travail un peu différent. Je ne sais pas comment c'est arrivé d'ailleurs, mais je crois que ça venait depuis longtemps. Au lieu de s'intéresser à ces sortes de réadaptations matérielles comme ça, il a voulu apprendre par un autre biais ce que c'était que ces gosses. Enfin, finalement, il découvre ce que c'était que la psychose. On nous a envoyé des enfants de plus en plus psychotiques, et pour finir, on a eu un gosse pratiquement autiste. Je dis pratiquement, mais c'est avéré qu'il n'était pas. Il ne marchait pas, il restait figé, il ne parlait pas. Dès qu'on lui parlait, il tournait la tête comme ça, fait toutes sortes de comportements. Et de Ligny s'est dit, je vais essayer de faire un film, toujours son idée de film. On va essayer de faire un film avec ce garçon, c'est-à-dire de lui donner un rôle de fiction. On va voir s'il peut y arriver. Et il sentait que ça devait être possible. Et grâce à cette fiction, il va réussir à s'exprimer à travers ça. Et on a réussi ce travail qui s'est trouvé être, ça a duré 2 ans, qui s'est trouvé être le film que vous verrez bientôt, qui s'appelle Le Moindre Geste, parce qu'il sort en DVD avec ce gamin-là qui parle aussi des lignes d'air. Je vais parler tout à l'heure et des autistes, et qui sort en DVD 4 novembre, avec un texte qui raconte, non, avec 2 textes. Il y a Maldine et Houry, ensuite Le Monteur et moi, qui raconte un peu l'historique du film. Mais il y a 3/4 d'heure de Maldine et Houry que je vous recommande parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. C'était de l'année dernière quand on était à Marseille? Oui. Ah oui. On a filmé. Oui. Donc ça va sortir. Ah oui. Alors l'autisme est justement la tentative dernière de Bellini, et après l'envahissement par le monde de la parole, il a voulu savoir ce que c'était que la fermeture totale. Il a pris donc un garçon qu'il a trouvé à la Borde, qui s'appelait Jean-Marie, et qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Il est mort récemment. Il a vécu 5 ou 6 ans de plus que Deligny, et on m'a raconté que tous les jours il allait dans le bureau de Deligny, comme il y allait régulièrement quand il était vivant, sans aucune expression d'émotion. Il y allait, il revenait, il y allait, il revenait. Lui, il n'a pas jamais réussi à lui sortir un mot. Il est mort à plus de 60 ans. Aucun mot. Mais par contre, une adaptation à la vie quotidienne, dans tous ses gestes, dans tout ce qu'il y avait à faire. Par exemple, il faisait du pain, comme on en fait à la Borde, avec une adresse extrême. Il avait des cérémonies pour faire la vaisselle, pour faire tous les objets, toutes les choses de la vie quotidienne, extrêmement parfaitement, avec une très grande adresse, une très grande rapidité.
mais aucun comportement d'imitation. C'est curieux, il n'imitait pas. Il avait ses trucs à lui, et la différence avec Yves, justement, qui a réussi à imiter, c'est-à-dire à s'identifier un peu à nous, Jean-Marie, jamais. Il est resté comme ça. Ça pose une question au niveau psychopathologique. Enfin, moi, ça me la pose vraiment, parce qu'on a l'impression même que, autant on pouvait avoir un contact avec le premier garçon dont je vous parle, qui s'appelait Yves, encore avec le second, on n'en avait pas. Mais du tout. Fonctionnait comme une machine au milieu de nous. Et toute sa vie. Mais enfin, moi, j'étais pas beaucoup à la cette dernière tentative sur l'autisme. J'étais entre-temps arrivé à la Borde, puisque j'étais passé là. Et que c'est à cause de la Borde que ça, comment est-ce qu'on dit ça, répercuté sur les Cévennes. J'étais déjà du côté de ce que j'avais entendu, c'est-à-dire le discours d'Houry. Et puis ensuite, à la Borde, j'avais entendu parler de Lacan, donc je m'étais précipité à Paris pour voir un petit peu ce qu'il disait. Et puis alors là, j'y suis resté. J'y suis encore avec des grands points d'interrogation qui vont sans doute durer jusqu'au bout. Alors, je reprends maintenant mon fil avec les lignes d'air. Parce que ce que je vous raconte là, c'est finalement ma ligne d'air à moi, mais avec beaucoup de trous. Hein. On passe d'un truc à l'autre. Je pourrais raconter tous les détails, ce serait beaucoup trop long, puis surtout vraiment très personnel, donc je fais des grands bonds comme ça. Les lignes d'air, c'est quelque chose qu'on avait découvert dans nos discussions avec Deligny, comment on passait d'une chose à l'autre, suivant une espèce d'errance intérieure dans nos idées, dans nos pensées, dans nos questions, dans nos recherches, mais aussi on vivait dans un pays, on avait trouvé ça en Cévennes, on vivait dans un pays où il y avait eu la guerre des Camisards. Et quand les résistants huguenots se promenaient dans ces collines, il fallait pas qu'ils se fassent prendre. Or, ils ne suivaient jamais les sentiers qui étaient tracés, et ils avaient des sentiers, il y avait presque à tous les chemins des doubles ou des triples même de sentiers, de chemins pour arriver d'un endroit à l'autre. Et c'était très curieux, c'est un nom particulier en Cévennes. Il y a des chemins secrets, très personnels d'un village à un autre. Et alors, quand il a reçu beaucoup d'enfants, parce que Manoni lui a envoyé beaucoup d'enfants en Cévennes, il a fallu qu'il trouve du monde pour faire ça. Alors, il a écrit pas mal de choses. Il a écrit dans les cahiers de recherche des choses qui ont attiré les éducateurs, et même des gens comme ça qui sont venus voir, et puis finalement sont restés, ont monté un petit séjour dans une ferme ou dans un coin ou sous une tente. Alors ça, c'est l'histoire du deuxième film, qui s'appelle Ce gamin-là, où on voit des enfants autistes circuler d'un endroit à l'autre. Deligny s'est dit, puisqu'ils ne parlent pas dans l'ensemble, ils ne parlent presque très peu parlé, on va essayer de repérer leur trajectoire, comment ils vont d'un endroit à l'autre. Alors il a pris l'idée de prendre une feuille, un petit carton blanc, sur lequel se posait un calque tous les